Mesdames, chers collègues, chers membres d'ISLA, chers invités, c'est avec un grand plaisir que dans mon rôle de modératrice de ce webinaire, je vous souhaite la bienvenue à ce grand webinaire organisé par ISLA sur le lancement de sa publication relative à la preuve de concept du grand projet qu'ISLA a entrepris d'implanter, d'organiser un réseau de femmes avocates féministes en Afrique et tout particulièrement en ce qui concerne l'objet de ce webinaire en Afrique de l'Ouest francophone. Je me présente, je suis Huguette Bouquet Nyakaja, je suis de nationalité béninoise, je suis avocate de profession. J'ai eu l'immense plaisir de faire une très belle expérience au sein de ISLA en 2020 et en 2021. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de faire ce travail de modération. Actuellement, et ce depuis le 1er septembre de l'année 2021, je suis la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme qui a été créé au Bénin en juillet de l'année dernière. Donc, nous sommes là pour être à l'écoute de cette démonstration de la preuve de concept, du bien fondé du projet d'ISLA. Et je m'en vais tout de suite pour nous aider à comprendre dans quel contexte se situe la publication de cette preuve de concept et quel est l'objectif derrière toute cette dynamique engagée par ISLA. Je m'en vais inviter Annette Wangogu. Elle est consultante et chercheuse en genre, en politique et en gouvernance en matière de santé. Et je vais lui demander de bien vouloir nous introduire dans la compréhension des raisons de ce webinaire et du sujet dont nous allons discuter ensemble. Annette, tu as la parole. Merci. Thank you very much, Huguette, and good afternoon, everyone. As rightfully introduced, my name is Annette Wangomu. I did work closely with ISLA and still within the feminist movement. I was the former Feminist Litigation Network Manager at ISLA. The background to the FLN proof of concept that was published in 2020 and launched last year takes into consideration the development, the process of developing a pool of feminist litigators. The pool of feminist litigators, or the FLN, the ideation and the conceptualization and establishment started in 2016 through numerous consultations with partners and various lawyers, and also the consultation of board members. The consultation was extensive and allowed us to establish the Feminist Litigation Network, as it's currently known, as what was previously referred to as the Women's Human Rights Network. The FLN proof of concept that we are launching today takes into consideration the inception, so how the idea emerged, and all the things that we needed to think through in order to resolve the underlying assumptions. It also takes into consideration the evolution of the Women's Human Rights Network, or Feminist Litigation Network. I think I'll just refer to it as its current name, Feminist Litigation Network, and what the critical shifting points were in the implementation of its strategy, the changes and the developments throughout the journey. It's also reflective of the lessons learned and the challenges which we took stock of, and which we sought to not only discuss with our partners through consultations extensively towards the development of the current pool of Feminist Litigation Network, but also the implications that it had on the way in which we were developing the cases.
Finally, we did, of course, take stock of the successes, and it was especially important for us to take stock of the successes in order for us to scale up the model as it is. And of course, we did take into consideration describing in detail the working model of the network in terms of the kinds of partners we want to engage in, the processes and the documents that we develop in order to ensure that we have a concerted way of working with our partners. And it does take into consideration the way forward drawn from the lessons learned. So a bit of a background, and I'm not sure whether the moderator will give a background to the FLN. The FLN was established to develop a pool of feminist litigators with the expertise to litigate both women's rights in terms of violence against women and women land and property rights. It takes into consideration what the factors are that allow for the model to succeed, but also is reflective of what the gaps are that we are trying to address through the Feminist Litigation Network. The main gaps that we try to address through the Feminist Litigation Network are, one, the death of women's human rights cases at the regional courts. We do know that there are well-established regional instruments that allow us to hold state and non-state actors accountable. However, we don't see any cases, or we haven't seen any cases going for the longest time to the African Court. So one of the African Court and Commission. So one of the ways in which we sought to do this is to work with feminist lawyers to do this. The second dearth or the second gap that we did understand is the capacity for the network, for the lawyers to hold cases, to develop cases, not only from a feminist point of view in order to develop feminist jurisprudence, but also to ensure that they had sustained ways of working. What we did realize is that a lot of the lawyers that were holding feminist cases, or cases that had the potential to result in feminist jurisprudence, were either men who had no relation to the feminist movement, the women's movements, but also did not have the interest of the wider community, the people who are mostly affected, or their constituents in mind, in order for there to be lasting impact from such a case. So what we decided to do is to engage in feminist lawyers, women lawyers who are interested in working from the politics of feminism to not only develop cases, but who also have a close relationship with the movement and those who are most affected by the cases. Of course, we also understood that it was important for us to work with lawyers who were housed in institutions that could also support them in order for there to be an enabling environment to do this work. Another critique and another gap that we saw was the engagement of external counsel, who obviously were mostly men, engaging in these cases, and who had no reflexive way of understanding and developing these cases. So we did opt to work with women lawyers who are housed in women's rights or human rights organizations broadly, and who could provide sustained support to the lawyers who are developing the cases. And finally, which is a core part of the activities engaged in with the network lawyers, or the pool of feminist litigators, is that the ways in which capacity strengthening was happening was once off, meaning there was no sustained way of ensuring that the skills and the knowledge that had been imparted to the network lawyers were actually in use and were actually supported in the cases that they were developing. And so this allows me to segue into the framing of what the Feminist Litigation Network looks like. It works in four main pillars. The main pillars are the network development, institutional development, capacity strengthening, but also relationship management, which is a key of that. The development of these four pillars were also drawn from lessons learned from the feminist litigation proof of concept, which we are launching today. I think I'll stop there and allow the host to take us through the rest of the conversation. Thank you very much. Merci beaucoup, chère Annette. Nous avons écouté attentivement ton introduction. Il y a eu donc
on va dire, des expériences vécues, aussi bien avec des avocates qu'avec également des organisations qui ont pour mission principale d'œuvrer à la mise en œuvre des droits des femmes, qui viennent appuyer donc ces avocates. Vous avez rencontré des défis que vous avez surmontés, vous avez appris des leçons et vous avez pu, sur cette base, on va dire, mettre à jour le modèle. Et vous venez aujourd'hui partager, on va dire, l'idée que ce modèle est viable et que ce modèle peut être mis en œuvre, notamment en Afrique francophone. Nous allons donc tout à l'heure introduire nos panélistes qui vont apporter leur point de vue, donner leur opinion, partager avec nous l'expérience qu'ils ont vécue dans cette aventure, dans cette expérimentation. Et nous allons également donner la parole aux participantes qui nous suivent en ligne, live sur Facebook, pour qu'elles puissent également donner leur point de vue, gardant à l'esprit que cette grande œuvre va permettre d'élaborer, de développer une jurisprudence féministe en matière de contentieux stratégique pour faire avancer les droits des femmes sur notre continent, développer également des mouvements féministes et vraiment faire naître une génération d'avocates engagées, d'avocates féministes engagées et qui sont fières de porter ce manteau de féministes. Je m'en vais introduire nos trois panélistes. Il s'agit de Madame Lamizana Traoré Mariam, présidente de l'ONG Burkinabé Droits des femmes, de Maître Ariane Gouem, avocate au barreau du Burkina Faso, partenaire également du réseau pour le litige lié aux droits des femmes d'Isla, et Madame Mouoba Miyeba Karine, elle est juriste, elle est point focal du réseau auprès de l'ONG Droits des femmes. Je vais donc progresser avec les questions que je vais leur poser et au fur et à mesure, lorsque je m'adresserai à l'une de ces panélistes, je la prierai de bien vouloir en 2 mots nous se présenter à toutes les participantes. Alors, la première panéliste à laquelle je vais m'adresser, c'est Maître Gouem Ariam. Maître Gouem Ariam, bonjour. Je voudrais, après que vous vous soyez présenté aux participantes, que vous partagiez avec nous ce que le réseau du contentieux féministe d'Isla constitue, quelle compréhension vous en avez et selon vous, quel partenariat le réseau cherche à réaliser. Vous avez la parole, Maître Gouem, pour autant que possible, un maximum de 5 minutes, y compris votre présentation. Merci beaucoup, Huguette, pour la présentation. Je ne vais pas revenir longuement là-dessus parce que vous l'avez déjà dit. Je suis donc Maître Ariane Gouem, avocate au barreau du Burkina. Je suis donc l'avocate au niveau de Voix de Femmes, qui est une ONG burkinabé qui milite depuis plusieurs années pour la progression des droits des femmes. Donc, je travaille avec Voix de Femmes dans le cadre du projet avec Isla depuis déjà quelques temps, plus d'une année déjà. Donc, c'est ainsi dit brièvement la présentation de ma personne. Pour répondre à votre question, Huguette, la question est de savoir qu'est-ce que le réseau du contentieux féministe, qu'est-ce que Isla cherche à réaliser à travers ce partenariat. Il faut dire que le but de ce partenariat voulu par Isla est de renforcer les capacités et de fournir un soutien continu à ses partenaires.
Donc, dans un premier temps, le réseau qu'on appelle aujourd'hui FLN portait un autre nom, donc était dénommé WHRN. Et à cette époque-là, la signification en français, c'était Réseau des droits humains des femmes. Progressivement, ISLA a modifié, donc on a modifié la dénomination donc, de ce réseau qui est aujourd'hui appelé FLN, en français Réseau féministe pour le contentieux. Il s'agit d'un groupe d'avocats nationaux des différents pays dans lesquels ISLA intervient, qui en tout cas pratiquent les contentieux stratégiques relatifs aux droits fondamentaux des femmes. Donc, le but recherché donc, par ISLA, c'est de réaliser et de développer une jurisprudence féministe sur les questions relatives aux droits des femmes. Donc, c'est en résumé ce que je peux dire, mais il serait quand même intéressant d'ajouter quand même une définition parce que du contentieux stratégique pour nos participants, parce que même nous, au début de notre partenariat, nous avons dû faire un cheminement pour comprendre ce que c'est que ce contentieux stratégique. Donc, pour les participants à ce webinaire, il serait quand même intéressant de revenir sur cette notion pour dire que le contentieux stratégique est une façon d'utiliser les tribunaux pour rendre les États responsables de l'application des lois, des traités, des instruments internationaux auxquels ils sont partis pour l'avancement, la promotion des droits des femmes. Donc ici, comme le but, c'est vraiment de rechercher l'implication et la responsabilité de l'État à travers ces contentieux. Un autre concept qui serait également intéressant de définir, c'est jurisprudence féministe. Qu'est-ce que c'est? On cherche à obtenir des décisions, que ce soit à travers les tribunaux nationaux, que ce soit à travers les organes régionaux ou les juridictions régionales ou même les juridictions internationales. On cherche à obtenir des décisions qui sont axées sur l'avancement des droits des femmes. Donc, c'est cela, la jurisprudence féministe que ISLA cherche à obtenir, à développer donc à travers ce réseau-là pour que nous ayons des décisions axées, des décisions progressistes axées sur les droits des femmes. C'est brièvement ce que je peux dire relativement donc à cette question, Huguette. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Ariane. Utiliser le procès pour rendre nos États responsables des violations des droits des femmes consacrés par nos instruments internationaux et régionaux, développer une jurisprudence féministe au niveau aussi bien des juridictions nationales qu'internationales ou régionales. Voilà le maître mot de votre propos. Et je m'en vais m'adresser maintenant à Madame Lamizana, présidente de l'ONG Voix des femmes au Burkina Faso. Madame Lamizana, bonjour. Après vous être présentée en 2 mots à nos participantes, je voudrais vous demander de partager avec nous comment Voix des femmes a rejoint le réseau des féministes pour le contentieux stratégique de ISLA et comment l'ONG s'est associée à ISLA pour amorcer ce développement de la jurisprudence féministe auprès des juridictions et des mécanismes relatifs à la mise en œuvre des droits des femmes.
Madame Lamizana, vous avez la parole. Et je voudrais bien brièvement, comme vous l'avez présenté déjà, dire que je suis Madame Mariam Lamizana. Je suis la présidente de l'ONG des Voix de Femmes, qui est une ONG qui travaille depuis des années sur la promotion, sur la problématique de la promotion et de la protection des droits des femmes. Donc, c'est dans ce sens que depuis sa création, nous nous sommes fixés comme vision un monde où les droits des femmes sont connus et entièrement respectés par tous. De ce fait, nous sommes dans une réflexion permanente pour identifier et mettre en œuvre une stratégie permanente qui permet de favoriser en tout cas la création d'un environnement social, économique, politique et juridique dans lequel les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités, les mêmes chances et les mêmes droits et devoirs. Donc, dans cette optique, dans cette dynamique, nous sommes ouverts à toute collaboration et à un partage d'expériences, que ce soit avec les organisations locales au plan national, que sous-régional et même international. Je voudrais rappeler que de 2016 à 2020, et en partenariat avec Equality Now, nous avons mis en œuvre un projet sur le renforcement de la collaboration et de l'action juridique pour mettre fin aux mutilations génitales féminines et au mariage d'enfants en Afrique de l'Ouest, dans 3 pays précisément, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Dans le cadre de ce projet, et dont un des axes stratégiques portait sur le développement des litiges d'impact stratégique, Voix de Femmes a tenté, avec le concours d'une avocate, de se constituer partie civile dans ce procès contre les présumés auteurs d'excision de 18 fillettes dans une des provinces de notre pays, l'Okitanga précisément. Donc, cette première expérience que nous avions eue en matière de jurisprudence féministe a été, en tout cas pour notre organisation, enrichissante car le dossier est allé jusqu'en appel. Donc, on a poursuivi jusqu'en appel. Et malheureusement, Voix de Femmes n'a pas eu gain de cause parce que sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable. Cependant, on se réjouit en tant qu'organisation des droits des femmes et des dernières modifications législatives qui sont intervenues dans notre pays maintenant, qui permettent aux organisations et aux associations de défense des droits des femmes de se constituer partie civile dans un procès pénal lorsque les questions de violation des droits humains sont mises en cause. Donc, à la suite de cette première expérience et à la faveur d'une mission d'ISLA au niveau du Burkina, nous avions été invités, comme d'autres organisations qui travaillent sur les droits des femmes, à participer à une rencontre d'information et de sensibilisation avec l'équipe d'ISLA qui était en tournée dans un certain nombre de pays, dont le Burkina. Donc, au cours de cette réunion, chaque organisation présente avait été invitée à partager son expérience en matière de litige d'impact stratégique. C'est ainsi que Voix de Femmes a partagé sa petite expérience que je viens de décrire succinctement avec Equality Now. Et donc, après cette réunion, nous avions été contactés par ISLA pour nous demander de soumettre notre candidature pour faire le chemin avec ISLA. Donc, et depuis 2021, nous avons en tout cas l'honneur et cette grande chance d'être partenaire avec ISLA et dans ce processus de litige d'impact stratégique. Voilà comment nous avons été associés et c'est avec beaucoup de bonheur, je le répète encore, que nous sommes partie prenante de ce processus avec ISLA depuis janvier 2021. Et nous espérons que nous allons aller jusqu'au bout parce que la question des droits des femmes tient à cœur à Voix de Femmes, particulièrement à sa présidente. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Lamizana. Vous nous avez donné l'occasion par vos propos de partager l'expérience, en fait, avant même d'avoir rejoint ISLA, l'expérience d'une implication dans un procès stratégique au niveau national. Et je pense que même si vous n'avez pas eu gain de cause, si vous n'avez pas eu gain de cause au niveau de la Cour d'appel, je pense que c'est un bon départ pour susciter au niveau national une réforme de nos codes pénaux qui vont permettre aux organisations, aux associations qui s'occupent des droits de femmes à avoir le droit de se constituer partie civile dès lors que ça entre dans le champ de leurs compétences. Merci beaucoup pour cette expérience. Je vais me tourner vers Ariane, revenir vers Ariane et lui demander, cher maître, en tant que en tant que membre, on va dire, partie prenante, appuyée par Voix de Femmes à cette expérience, vous avez fait partie de la deuxième cohorte des avocates féministes intégrées dans le réseau de l'ISLA, le réseau des féministes pour le contentieux d'ISLA. Vous avez bénéficié d'un renforcement de capacité à ce titre. Et quand vous avez lu cette publication, que vous avez vu les résultats enregistrés par le réseau, les réussites, les défis rencontrés, comment ils ont été surmontés. Et donc, cette démonstration de ce que le concept a fait ses preuves et peut être mise en œuvre, que la phase expérimentale peut laisser place à une phase véritablement opérationnelle. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Qu'est-ce qui fait tilt dans vos réflexions? Je vous remercie, Huguette. Il faut dire que en tant que membre de la deuxième cohorte du réseau FLN, vous l'avez déjà dit, j'ai bénéficié, comme les autres membres, de plusieurs formations qui aujourd'hui, en tout cas, m'ont outillé à aller de l'avant dans le cadre donc du contentieux stratégique. Quand j'ai lu les résultats et les résultats positifs et les réussites de ce réseau, je dois dire que on doit féliciter quand même ISLA pour d'avoir tenu. Aussi, je me réjouis de ces réussites-là et de ces résultats positifs qui encouragent à continuer la lutte, si on peut dire ainsi, malgré les défis que l'on peut rencontrer. Pour moi, la plus grande réussite à mon sens, est la création de ce groupe d'avocats féministes africains, d'avocates, je vais dire, féministes africaines, capables de plaider et de construire une jurisprudence sur les droits des femmes. Donc, c'est vraiment pour moi la plus grande réussite. Et ce qui m'interpelle, c'est de voir comment cette réussite-là, ce résultat positif peut être consolidé pour aller de l'avant, pour qu'ensemble, on puisse mettre en œuvre la théorie de changement de ISLA qui a présidé donc à la création
donc, de ce réseau. C'est vraiment pour moi et plus particulièrement pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest francophone, comment nous allons nous approprier les résultats positifs de ce réseau et comment nous allons faire bénéficier cette partie du continent de ces résultats et aller de l'avant dans le but d'atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés, de voir une Afrique dans laquelle, et une Afrique francophone de l'Ouest, où les droits des femmes sont appliqués, sont respectés, tels que nos États se sont engagés à le faire. C'est là vraiment le point sur lequel je pense que nous devons continuer donc d'avancer suite à ces réussites-là que ISLA nous a démontrées à travers cette publication. Merci beaucoup, chère Ariane. Vous nous donnez là la preuve, vous nous exposez la réalité d'une mutualisation, on va dire, des compétences, d'une mutualisation des énergies des femmes féministes, qu'elles soient anglophones, qu'elles soient francophones, pour vraiment écrire en lettres d'or l'histoire, la jurisprudence féministe de nos juridictions, aussi bien au niveau national qu'au niveau supranational. Et votre invitation, c'est comment nous allons nous approprier les bonnes pratiques apprises dans ce contexte-là au profit de tout le continent. Je voudrais, à la suite de votre expérience en tant qu'avocate ayant fait partie de cette cohorte, je voudrais me tourner vers Karine. Karine, on va dire que c'est un peu la jeune recrue du processus de collaboration entre ISLA, Voix de Femmes, et l'avocate que vous êtes, appuyée par Voix de Femmes, qu'elle est le point focal du réseau auprès de Voix de Femmes. Et donc, Karine, vous venez avec un regard encore plus neuf, on va dire, sur ce processus. Je voudrais que vous partagiez avec nous ce qui vous marque dans cette aventure, qui est décrite dans cette publication. Qu'est-ce qui constitue votre force motrice? Quelle est votre motivation? Cette espèce de raison d'être que vous avez au sein de la dynamique impulsée par le réseau des féministes pour le litige, pour le contentieux stratégique. Dites-nous un peu, parce que je suis sûre que parmi les participantes, il y a beaucoup de participantes qui sont toutes oui pour, comment dire, recueillir auprès des panélistes que vous êtes cet enthousiasme qui va les faire réfléchir à leur adhésion éventuellement à ce mouvement. Bonjour tout le monde. Merci Huguette pour la parole. Moi, c'est Karine Woba. Je suis point focal au sein de l'ONG Voix de Femmes, juriste de formation. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur ma personne. Voilà, en guise de réponse concernant ce qui m'a le plus marqué dans cette publication, je retiens personnellement 5 points qui m'ont vraiment marqué. Entre autres, il y a la réussite à créer un groupe d'avocates féministes et à les doter d'une capacité à plaider et à appliquer la loi. Karine, tu peux enlever tes écouteurs. On a un petit souci de son, d'écho. On a un écho.
On a un écho. Je m'excuse. On a toujours un écho, hein? Vous pouvez débrancher complètement le... Il doit avoir deux appareils connectés, je crois, au même moment. Ouais, tu as deux appareils, tu dois déconnecter un appareil. C'est bon, je peux aller? Oui. Ok. Allez-y, on va voir. Je m'excuse vraiment. Allez-y, on va voir. Voilà, si vous le permettez, je vais reprendre. Je disais que ce qui m'a le plus marqué dans cette publication, je relève essentiellement 5 points qui m'ont beaucoup marqué. Et le premier point, c'est le fait même d'avoir créé ce groupe d'avocates féministes et de les doter de cette capacité d'appliquer la loi avec cette optique féministe relativement aux droits des femmes. Ensuite, le deuxième point, c'est la construction d'une jurisprudence féministe par la saisine des tribunaux au niveau national et régional pour les droits des femmes, surtout avec ces plaidoiries élaborées à partir de cette même optique féministe. Ensuite, on a le fait que ISLA a réussi à collaborer, à réaliser une symbiose dans la poursuite de sa vision avec ces différentes organisations partenaires, bien que ces différentes organisations dont ISLA est en partenariat sont dans des contextes, dans des systèmes juridiques différents, dans des contextes différents. Malgré cette divergence-là, ils ont réussi à réaliser une symbiose pour poursuivre leur objectif dans le cadre de cette phase pilote. Et aussi, on peut constater que au-delà même de l'aide juridique que le réseau accorde aux différentes victimes qui ont eu leurs droits violés, au-delà de l'aide juridique, il y a une prise en charge holistique de leurs besoins, c'est-à-dire les besoins connexes qui naissent dans le cadre de la violation des droits d'une victime, sont aussi prises en compte au-delà même de l'aide juridique qu'ils accordent à cette victime-là. Voilà. Et aussi, le dernier point, c'est le fait que la phase pilote a servi d'outil pour transférer des connaissances à des personnes qui n'ont même pas participé à cette phase. Voilà, cette phase a réuni beaucoup de connaissances qui peuvent être exploitées par n'importe quelle personne. Voilà les points vraiment que je souligne qui sont remarquables selon mon point de vue. Et ce caractère remarquable est dû au fait que ces résultats ont été obtenus dans un contexte juridique complexe. Parce qu'à travers la lecture de la publication, on peut retenir que les avocates féministes ou encore les avocates qui s'associent aux luttes des femmes sont généralement désapprouvées devant les tribunaux. Voilà. Donc, aussi, il y a d'ailleurs le nombre très peu élevé des avocates pratiquant le contentieux stratégique. Voilà, il y a un nombre élevé de ces avocates-là. Et malgré tout ce contexte,
malgré ce contexte juridique très défiant, la phase pilote a réussi à réaliser des réussites. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur votre question, Madame Huguette. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Karine. Je retiens surtout que vous avez été impressionnée, si je puis ainsi dire, par le fait que, en dépit des contextes juridiques, sociaux, etc., dans lesquels évoluent chacune les ONG et les avocates qui sont dans le système, y compris le contexte lié à la langue, il y a quand même eu des résultats probants et que ISLA a réussi cette alchimie-là. Et je voudrais passer à nouveau la parole à la présidente de Voix de Femmes. Et avant de le faire, je voudrais déjà inviter les participantes qui nous suivent en ligne et qui ont des questions à poser, qui ont des commentaires à faire. Je voudrais les prier de commencer à exprimer leurs questions ou à envoyer leurs commentaires dans dans la rubrique de discussion du forum pour que nous puissions commencer à les enregistrer et à pouvoir, dans un temps assez court, à pouvoir les envoyer aux différentes panélistes. Donc, nous allons avancer avec la poursuite des questions tout en enregistrant les préoccupations de nos participantes. Madame Lamizana, vous êtes donc à la tête d'une institution. Quels sont certains des développements ou des résultats positifs que vous avez constatés suite à votre participation au réseau des femmes, au réseau des féministes pour le contentieux stratégique? Merci Huguette. Je me dis que c'est du positif. C'est du positif, rien que du positif, en tout cas notre participation au réseau FLN. Et je voudrais souligner que ces aspects positifs-là, on peut les relever à plusieurs niveaux. D'abord au niveau interne, au niveau de l'organisation, qui a bénéficié en tout cas d'un renforcement des compétences et des capacités de l'organisation, à identifier en tout cas et à développer des cas faisant partie des litiges d'impact stratégique. Et cela s'observe au niveau de la mise en place d'une unité de litige stratégique qui est animée par notre dynamique et intrépide avocate Maître Ariane Ouba et avec Karine Ouba qui est le point focal. Donc, nous avons également participé à des sessions de formation sur les litiges stratégiques en termes de renforcement de compétences. Et également, nous avions, avec le concours d'ISLA, essayé de développer des outils d'identification de cas, parce qu'au départ, on avait un peu des soucis par rapport à là, pour pouvoir faire la distinction entre les cas relevant de l'aide judiciaire et les cas relevant du litige et d'impact stratégique. Mais aujourd'hui, grâce aux différents outils, grâce aux différentes sessions de formation auxquelles nous avons participé, surtout l'avocate et Karine, aujourd'hui, nous sommes à même, en tout cas, de faire la part du choses. Il y a également un autre niveau, comme impact positif, le renforcement de la collaboration. C'est vrai que nous collaborons avec des associations qui travaillent sur les mêmes thématiques, les mêmes préoccupations que nous. Mais dans ce processus-là, nous avons renforcé en tout cas la collaboration et le partenariat avec un certain nombre d'ONG et d'associations qui interviennent essentiellement en matière de promotion et de protection des droits des femmes et qui permet cette collaboration, permet en tout cas un partage fructueux d'échanges d'expériences et d'identification de cas.
Il y a également le fait qu'à travers ce processus FLN-là, nous avions élargi notre collaboration avec d'autres organisations sœurs en Afrique francophone, notamment en Côte d'Ivoire. Donc, par le biais de cela, nous avions pu, en tout cas, tisser des relations de collaboration avec une association, une organisation sœur de Côte d'Ivoire, la JPALEF. Donc, voilà autant d'impacts positifs que nous tirons de notre participation au processus FLN. En tout cas, je voudrais réitérer nos remerciements et notre reconnaissance à ISLA pour nous avoir associés à cela et redire notre disponibilité à aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, Madame Lamizana. Je voudrais revenir encore vers Ariane pour lui demander quelles sont les opportunités et les points d'entrée qu'elle entrevoit encore, qui existent encore selon elle dans les domaines de renforcement de capacité, d'élargissement du travail des avocates féministes, à la fois de capitalisation de ce qui a déjà été engrangé et également davantage de développement dans le but toujours de d'écrire cette jurisprudence et de renforcer les compétences et les capacités des avocates féministes sur notre continent, particulièrement dans notre sous-région. Maître Ariane. Je vous remercie, Huguette. Pour répondre à cette question, je dois dans un premier temps rejoindre Madame Lamizana pour dire que les opportunités qui nous ont été en tout cas offertes dans le cadre de ce partenariat s'analysent dans un premier temps en termes de renforcement de capacité. Donc, renforcement de capacité des membres de l'unité de litige stratégique de voix de femmes, renforcement de capacité institutionnelle aussi de l'ONG qui ont permis d'améliorer la compréhension et l'implication de l'organisation en matière de justice sociale pour ce qui concerne plus précisément les droits des femmes. Et cela peut donc permettre cela peut être un point d'entrée de l'ONG à travers les mouvements sociaux. Parce que dans le cadre de ce partenariat, nous avons compris et nous avons appris et compris qu'il était nécessaire de travailler véritablement en réseau. Et ce réseau n'est pas seulement juridique. Ce réseau comprend les différents mouvements sociaux qui militent dans le cadre donc, de l'avancement des droits des femmes. Et depuis donc, ce partenariat, nous avons renforcé nos partenariats avec plusieurs organisations de la société civile pour atteindre donc l'objectif. Un autre point que je peux citer, c'est aussi le partage de compétences, le partage d'expériences dont j'ai pu personnellement bénéficier en tant qu'avocate du réseau. J'ai pu bénéficier de ce partage d'expériences-là avec d'autres juristes, que ce soit au niveau national, surtout aussi au niveau régional. Donc, ça a vraiment été une belle opportunité et ça l'est toujours une belle opportunité pour moi de pouvoir bénéficier de ce partage d'expérience avec les autres avocates des autres pays membres du réseau et afin quand même de tirer profit de ce qu'ils ont comme pratique également. Cela peut aussi donner lieu
à un autre point d'entrée qui est le partage des compétences que nous, en tant que ONG Voix de Femmes, moi, en tant qu'avocate de cette ONG-là, je peux partager mes expériences, je peux partager aussi les connaissances que j'ai pu acquérir à travers ce réseau avec d'autres juristes au niveau national qui sont aussi engagés ou qui peuvent aussi être engagés dans le cadre du litige stratégique. Donc, cela peut être un point d'entrée à travers des associations dont je suis membre, des associations de femmes juristes, des associations d'avocates et qui peuvent bénéficier du partage de ces connaissances et de ces compétences que j'ai pu acquérir et qui sont des potentiels membres du réseau FLN afin de permettre l'élargissement du travail des avocates féministes en Afrique, au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest francophone en général. Et comme Madame Lamizana l'a dit, nous avons déjà pu bénéficier de collaboration, de partenariats à travers le réseau avec d'autres ONG de pays voisins. Nous espérons que le réseau va aller en s'agrandissant afin que ces pays de l'Afrique francophone qui partagent quand même une histoire commune, une histoire juridique commune, une histoire commune sur bien de plans, puissent également voir comment on peut renforcer le travail qui a déjà été commencé par ISLA. Merci beaucoup, Ariane. On comprend bien que vous avez estimé, tout comme également Madame Lamizana, estimé qu'il y avait vraiment des retombées très positives aussi bien pour l'ONG que pour l'avocate accompagnée par l'ONG et également pour l'environnement de l'ONG, l'environnement de l'avocate en termes d'autres ONG, d'autres associations, d'autres juristes, d'autres avocates, et pas seulement au niveau national, mais également au niveau international. Je vais continuer avec vous et vous dire que et vous demander quels sont les défis que vous avez rencontrés, quels sont les défis que vous avez observés dans le parcours de la construction en cours de ce modèle et quelles sont également les leçons à tirer de cette construction d'un réseau transnational d'avocats féministes. Prenez les défis, prenez les leçons dans tous les aspects possibles, dans tous les domaines possibles. Je vous remercie, Huguette. Il faut dire que le partenariat dans ce cadre de réseau transnational est véritablement riche d'expériences et de leçons. Il comporte, comme vous l'avez dit, comme tout projet, hein, il comporte également des défis importants, des défis qui doivent être relevés. Dans un premier temps, si on s'attarde d'abord aux leçons apprises, je reviens encore sur le bénéfice des bonnes pratiques développées par les autres partenaires du réseau qui nous profitent et qui nous permet aussi d'adapter et d'ajuster nos façons de faire pour atteindre les résultats escomptés. Il faut aussi dire que ce réseau-là nous permet de nous inspirer des avancées que les autres partenaires ont pu obtenir et aussi d'améliorer certains points positifs.
spécialement à travers la publication de ce document, nous avons vu les difficultés, les défis que nous n'avons pas peut-être vécu personnellement au niveau local, au niveau de l'ONG Voix de Femmes, mais qui nous allument des lumières pour nous montrer quels ont pu être les défis surmontés par ces partenaires, quels ont été aussi les échecs auxquels ils ont pu faire face, et comment surtout ils ont développé des outils pour transcender, pour surmonter ces défis-là, pour se relever de ces échecs et pour permettre d'obtenir les résultats qui ont été capitalisés dans le document publié. Aujourd'hui, il reste encore d'autres défis. Moi, personnellement, à mon niveau, au niveau de Voix de Femmes en général. Et ces défis, bon, sont généralement, vous l'avez dit, Huguette, à travers, depuis le début de ce webinaire, vous avez parlé des barrières linguistiques. C'est on peut dire que c'est un défi. Et les barrières linguistiques constituent un défi, mais en même temps une belle opportunité. Parce que pour nous, au niveau de Voix de Femmes, nous avons presque tout le monde amélioré aujourd'hui notre niveau d'anglais à travers ce partenariat avec ISLA. Et nous pensons que ce défi-là, nous devons toujours continuer à le voir comme étant une opportunité de nous améliorer. Nous avons aussi comme défi les différences de systèmes juridiques. Comme vous le savez, et comme Annette l'a dit également au début, on sait que ISLA a beaucoup plus fonctionné dans un contexte anglophone. ISLA est plus anglophone et a plus fonctionné, continue de fonctionner dans un contexte juridique anglophone, le contexte de la common law. Et il arrive fréquemment que ce contexte-là ne soit pas toujours aligné sur ce que nous avons comme système juridique et comme règle de pratique. Excusez-moi, j'ai un petit bruit autour et j'ai voulu attendre un peu. Voilà, donc je disais que ces différences de concepts-là, il s'agit de voir, on sait que la common law et les systèmes d'origine de droit civil, que sont la plupart ou presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest francophone ont ce système-là. Donc, il s'agit de voir comment on va s'allier pour permettre de nous adapter les uns envers les autres, comment s'ajuster, comment avoir une meilleure compréhension du système juridique de l'autre, de ses règles de pratique et comment on peut continuer à implanter le projet et à continuer d'avancer malgré ces différences en s'adaptant. Donc, pour moi, la clé, les différences de système juridique, nous ne pouvons pas les changer. Nous devons faire de voir à travers chaque système les avantages et les inconvénients et comment nous pouvons les capitaliser pour permettre d'obtenir les résultats que nous connaissons. Autre défi que je peux citer aussi, Huguette, c'est les différences organisationnelles. Comme vous pouvez le constater, les ONG, surtout en matière qui évoluent dans le domaine des droits humains, des droits des femmes en particulier, n'ont pas les mêmes structures organisationnelles au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest francophone et dans les pays anglophones.
Donc, il y a quand même des grandes différences organisationnelles de fonctionnement qui peuvent être vues comme obstacles, mais qui peuvent également être surmontés, comme je le disais. L'autre défi que je m'en voudrais quand même de ne pas souligner, c'est les différences d'organisation des ordres professionnels. Parce qu'on parle d'avocates. On parle d'avocates qui doivent travailler aux côtés des ONG pour obtenir des résultats que nous nous sommes donnés. Et nous avons compris aussi à travers ce partenariat que les ordres professionnels, notamment les barreaux des différents pays, surtout des pays francophones, vis-à-vis des pays anglophones, ne fonctionnent pas de la même façon. Il s'agit de comprendre véritablement ces fonctionnements-là et de voir comment s'ajuster dans chacun des concepts afin d'obtenir les résultats que nous souhaitons. Je pense que c'est essentiellement en ramasser ce que je pouvais dire en guise de réponse à cette question. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes, Huguette. Je crois que tout à l'heure, on saura si nous avons répondu à l'attente des participantes également. Et je voudrais à nouveau solliciter Karine. Karine, vous avez été point focal. Quels défis vous avez rencontrés dans votre mission de point focal au sein de l'unité de l'éthique stratégique et comment vous les avez surmontés? Merci Huguette pour la question. Il faut souligner que c'était des défis des premiers moments. Et ces défis, il y avait principalement la difficulté à dissocier les cas relevant de l'aide juridique et ceux relevant du contentieux stratégique. Aussi, il y avait des défis socio-culturels, notamment la réticence, voire même la peur des victimes à ce que leur dossier soit amené devant les juridictions ou médiatisé. OK, il faut noter que dans le cas des litiges stratégiques, le problème se résout dans une vision d'intérêt public, c'est-à-dire au-delà du simple gain de la victime. Et cela nécessite souvent des mouvements et de la médiatisation. Et ça fait que souvent, en causant avec certaines victimes, ils ne sont pas prêts vraiment à rentrer dans ce mouvement-là. Aussi, il y avait la mauvaise lecture des litiges stratégiques par les gens qui pensent que les litiges stratégiques sont utilisés pour attaquer directement l'État. Mais en réalité, par exemple, certaines structures publiques avaient la méfiance à collaborer avec nous dans la recherche des cas. Je peux prendre un exemple pratique. Lorsque je m'étais rendue au niveau du ministère de l'Action sociale, dans ma quête de cas politiques stratégiques, une fois là-bas, je pense que je n'ai pas pu obtenir ce que je voulais. Et donc, je supposais que c'était vraiment cette lecture des litiges stratégiques comme un moyen qui attaque l'État. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Voilà, parce que les litiges stratégiques peuvent aussi attaquer une communauté ou une société. Voilà. Maintenant, l'autre défi était que au-delà de l'aide juridique, les besoins connexes des victimes n'étaient pas pris en charge. C'est bien que théoriquement, c'est mentionné que c'est pris en charge
mais dans la pratique, on avait cette difficulté-là. Voilà. Et pour surmonter ces défis, nous avons eu d'abord le support même de ISLA à travers des sessions de formation tenues à Abidjan et au Burkina Faso en janvier 2022. Aussi, à travers ces formations, on a pris connaissance des critères de sélection des cas de litige stratégique. Donc, cela a pu lever cette confusion entre l'aide juridique qu'on devait octroyer aux victimes et aussi le contentieux stratégique, le caractère du contentieux stratégique de leur cas. Aussi, par le biais de la sensibilisation, en fait, chaque fois qu'on en a l'occasion, en contact de certaines personnes, nous les sensibilisons afin de lever cette peur-là relativement au litige stratégique. Voilà, et aussi, on a, en collaboration, on a réussi à élaborer un outil de collecte de cas qu'on a d'abord préalablement harmonisé la compréhension des litiges stratégiques avec les partenaires et les gestionnaires de cas avant de les octroyer ces outils de collecte de cas. Et aussi, on a mis en place une tenue périodique de clinique juridique. Voilà en quelques mots les stratégies qu'on a eu à élaborer au sein de l'unité de litige stratégique ici au Burkina Faso pour faire face aux défis que j'ai précités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine. Je voudrais finir le tour de nos panélistes en retournant vers Madame la présidente de l'ONG Voix de Femmes, Madame Lamizana, et en lui demandant quelles sont les opportunités, les points d'entrée qui existent encore selon vous, toujours dans la perspective de renforcer, de capitaliser et de contribuer à un plus grand développement du réseau du réseau des féministes pour le contentieux stratégique. Et selon ma lecture, moi, je vois deux grandes opportunités. Et en ce sens que l'opportunité de la mise en place de notre unité de litige stratégique au niveau du droit de femmes a suscité pas mal d'intérêt au niveau de certaines avocates. Et ce n'est pas Maître Boehm qui me dira le contraire parce qu'elle est contactée, elle est interpellée par ses collègues et pour demander y a-t-il possibilité de faire partie. Et je crois que c'est une opportunité, à mon sens, de former et de mettre en place, d'abord de mettre en place un pool et de former ces avocates-là pour que nous puissions ensemble développer les contentieux féministes. Donc, en plus des avocates, je pense que l'opportunité également peut être vue par la mise en place d'un vaste réseau d'organisations pour constituer une force sociale à même d'influencer les lois et les politiques. Donc ça, c'est la première lecture, la première opportunité que je vois. La deuxième opportunité, c'est le renforcement, en tout cas, du projet en Afrique francophone par la mise en place d'une coalition d'acteurs afin de donner beaucoup plus d'impact au développement du contentieux stratégique dans les pays d'Afrique francophone. Donc, ce renforcement-là, à mon point de vue, facilitera en tout cas le développement d'une jurisprudence féministe en Afrique francophone. Donc, vraiment, il faut qu'on travaille à rallier au maximum à la cause des litiges féministes, là, le maximum d'avocates, et que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Afrique francophone.
et que nous puissions faire un appel, comme on dit, un appel à la mobilisation en tout cas, de tous les acteurs qui travaillent sur la problématique des droits des femmes, à ce qu'on se mette ensemble, autour de cette stratégie de litige d'impact stratégique pour susciter en tout cas un changement profond à même d'aboutir un changement profond, que ce soit au plan structurel, que ce soit au plan institutionnel, que ce soit au plan politique, pour la protection et l'effectivité de la défense et de la promotion des droits des femmes. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette question. Je vous remercie. Dire un grand merci à nos trois panélistes. Je voudrais me tourner un petit peu vers les questions. Il y a une première question qui était pour Karine, d'une jeune étudiante. Après avoir écouté attentivement vos propos, j'aimerais m'adresser spécifiquement à Karine pour savoir si à la suite de la mise en place de ce réseau de juristes pour traiter la cause des femmes, elles ont été confrontées à des stéréotypes sexistes de la part des personnes touchées. Je ne sais pas si Karine a entendu la question. Si à la suite de la mise en place de ce réseau de juristes pour traiter de la cause des femmes, vous avez été confronté à des stéréotypes sexistes de la part des personnes touchées. Merci Huguette pour la question. Il faut dire que c'est vrai que la conception du genre a un impact très négatif sur la femme, je veux dire le genre féminin. Le genre féminin, autant pour moi. Mais il se trouve que cet impact-là, dans la pratique même des litiges stratégiques, moi personnellement, dans le cadre de l'unité, j'ai pas eu à faire face à des stéréotypes de certaines personnes, mais j'ai eu à faire face à des gens, à des victimes, par exemple, qui sont déjà influencés par ce regard négatif de la femme. Je le disais tantôt qu'il y avait la réticence de certaines victimes à vouloir aller jusqu'au bout, même si leur cas est vraiment répond aux différents critères, je veux dire, éligibles au litige stratégique. Donc, en quelques mots, c'est pour dire que ce stéréotype sexiste, d'une part, ça a plutôt affecté les victimes, et en affectant ces victimes, et lorsque nous on fait face à ces victimes-là, on est un peu confronté à pouvoir les convaincre, à participer pleinement à ce projet de litige stratégique, même quand leur cas est vraiment convenable, répond aux critères. Donc, on n'a pas eu à faire face personnellement à des gens sexistes, mais l'influence négative même que la conception du genre a sur la femme fait qu'on fait face à ce phénomène-là lorsqu'on est en contact avec les victimes éligibles pour notre projet de litige stratégique. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Je vous remercie. Merci beaucoup à Karine. Je voudrais venir maintenant à la deuxième question. Comment faire partie ou participer au réseau féministe pour le contentieux? Est-ce possible de bénéficier de formations sans être membre? Alors, je pose la question
je vais poser la question à Ariane et je vais demander à Annette également de compléter éventuellement. Mais Ariane peut également passer la question à Karine. OK. C'est comme vous voulez. Ouais, c'est bon de pouvoir passer la question. Merci beaucoup, Huguette. Bon, je vais vraiment répondre à cette question sous le contrôle de Annette. Mais de mon point de vue, je pense que les différentes formations offertes dans le cadre du réseau FLN sont vraiment ouvertes seulement aux membres. Donc, c'est simplement aux membres, en tout cas à titre de membre, que j'ai pu bénéficier de ces formations. Je sais également que les autres personnes, membres de ce réseau-là, ont pu bénéficier de ces formations au même titre, donc en leur qualité de membre du réseau FLN. Maintenant, comment faire pour devenir membre? Bon, c'est vraiment à travers les projets de ISLA que ISLA peut tisser avec une organisation dans un pays donné. Et à travers cette organisation-là, on va voir donc des personnes qui sont affiliées ou qui travaillent déjà au sein de cette organisation qui pourront donc bénéficier de ces formations. Comme je l'ai dit, je parlais sous le contrôle de Annette, à qui je refile la question et je ne sais pas si elle peut me corriger ou apporter des compléments d'information. Many thanks for the question, Huguette and Ariane. So the Feminist Litigation Network works in phases. It works in phases of 3 years each. And for 3 years, we work with the same group of feminist litigation lawyers to not only provide strategic litigation support to ongoing cases, but we also work with them to do capacity strengthening. And these capacity strengthening activities vary, but they're also based on a 3-year curriculum. It's therefore quite difficult and against the FLN's theory of change to engage in lawyers ad hoc in the training. We aim to work with the same lawyers for 3 years through the trainings, and we aim to ensure that we have a mechanism to see the skills and the knowledge that has been passed, or that have been gained through the capacity strengthening activities show up in the ways in which the cases are being developed. So the quality of the cases that are being identified, the quality of the drafts, the quality of the arguments, in order for us to be able to achieve the wider goal of developing feminist jurisprudence. And so if you are interested in joining the Feminist Litigation Network, I'm going to ask my colleagues, either Cynthia or Joy, to put a link to the Feminist Litigation Network page on ISLA. You can send your inquiries there, or you can also email info@isla.org if you're interested. That will also be put in the chat. But the current cohort, which started in 2020, comes to an end in 2023. So if you are interested in joining the Feminist Litigation Network so that you can be part of the trainings, we do invite you to share with us your interest ahead of time. I'm saying us, share with ISLA ahead of time so that you can be included when the call for applications has been put out. So I do hope that answers the question about how you can join the trainings or the network widely. Just to also note that we are interested in engaging women. We only work with women lawyers. That's something we should have put forth at the very beginning. It's also due to analysis that we do believe that the way in which you show up in court, who shows up in court and who's carrying the cases also matters. It's part of feminist knowledge building and a methodology of developing the knowledge and the cases in which we're working with.
So yes, we do work with women who are housed in organizations. So you do have to be affiliated to an NGO, and you also do have to be an advocate, because we do want that at the end of the day, you're able to litigate. Yeah, I'll stop there. Thank you. Merci beaucoup, Annette. Avant de poursuivre, je voudrais savoir s'il y a un autre représentant d'ISLA qui voudrait ajouter quelque chose. Je vais également vérifier s'il y a de nouvelles questions. Oui, il y a une question. En attendant qu'éventuellement un membre d'ISLA veuille compléter. Alors, la question, elle est posée à Madame Lamizana. Vous aviez parlé de ce cas du dossier de mutilation génitale féminine pour lequel vous aviez donc, vous êtes intervenu, et en cause d'appel, votre appel a été déclaré irrecevable. Et il y a une des participantes qui demande s'il n'y a pas un moyen de relancer cette même affaire. Madame Lamizana. Oui, merci. Je pense qu'au niveau de la justice, il y a plusieurs degrés dans l'ordre des juridictions. C'est vrai que nous avons été juste à l'appel, mais il reste la Cour de cassation et même les juridictions régionales et internationales. Donc, c'est possible d'introduire, mais j'allais attirer l'attention que cela nécessite beaucoup de ressources financières notamment, parce que ce dossier a été introduit à la faveur d'un projet et le projet a pris fin. Et je pense qu'on n'en démord pas. Hein. Si nous voulons l'introduire, c'est voir avec Maître Bem, Ariane, comment on peut l'inscrire dans les dossiers en matière de litige stratégique, ou bien trouver en tout cas d'autres sources de financement pour poursuivre le processus. Donc, ce n'est qu'un dossier en suspens et on n'a pas lâché prise. Je voudrais rassurer la personne qui a posé la question que nous n'avons pas lâché prise, hein, et nous sommes toujours en contact avec Maître Mélier et avec notre partenaire Equality Now pour voir comment on peut relancer ce processus-là. Et d'autant plus que, comme je l'ai dit dans mon intervention au tout début, la nouvelle législation nous est favorable. Donc, on peut reprendre le processus et continuer au niveau de la Cour de cassation ou bien aller carrément au niveau de la CEDEAO, etc. Merci beaucoup. Mais je voulais attirer, oui, si vous permettez, je voulais dire que par notre fait, l'excuseuse a été condamnée. Elle a été condamnée à une prison de 4 ans ferme. 4 ans ferme, alors que généralement, c'est d'ordre de sursis qui s'en sortent. C'est maximum, c'est 3 ans, alors qu'on est allé au-delà du maximum. Donc, ça veut dire que notre action quand même a porté. Et maintenant, nous voulons aller jusqu'au fond, qu'on puisse apporter en tout cas des changements structurels, parce qu'aujourd'hui, il ne devrait pas être question de mutilation génitale féminine dans notre pays, au regard de tout ce dispositif qui existe, tant au plan institutionnel, au plan de la législation, même au plan politique. Les discours sont vraiment très engagés, les politiques sont très engagées et malheureusement, la pratique perdure. Donc, je pense que nous devons être vigilants et ne pas lâcher prise. Merci beaucoup, Madame Lamizana. Je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas d'autres questions des participants. Et s'il y en a, vous pouvez toujours les envoyer, mais vraiment dans un maximum de 5 minutes, parce que je suis en train de vouloir conclure sur ce webinaire en essayant de partager avec vous un takeaway, quelques points que nous pouvons retenir. Alors, le modèle
dont la construction suit son bon cours au niveau d'ISLA, le modèle du réseau des féministes pour le contentieux stratégique en Afrique, est-ce que ce modèle est cohérent? Est-ce que ce modèle est crédible? Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il est réalisable? Le panel conduit ce jour avec l'ONG partenaire burkinabé Voix de Femmes, partenaire d'ISLA, avec l'avocate partenaire du réseau, Maître Ariane Gouem, avec le point focal du réseau auprès de l'ONG Voix de Femmes, nous permet de dire oui. Oui, à travers la confirmation d'une plus-value enregistrée aussi bien au niveau de l'ONG, partenaire de ISLA, qu'au niveau de l'avocate, partenaire du réseau appuyé par l'ONG. Un oui, en termes de renforcement de capacité, en termes d'acquisition de connaissances, en termes d'acquisition de compétences, d'une certaine pratique qui aiguise en fait le flair aussi bien des ONG que des avocates dans la capacité à identifier des cas qui peuvent faire l'objet de litiges stratégiques pour faire avancer les droits des femmes en Afrique. Capitalisation également de ces compétences, de ces connaissances par de l'échange avec les autres ONG, échange avec d'autres avocates, échange avec des juristes de façon plus générale, aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-régional. Et on peut dire qu'on peut ressentir un peu les prémices d'une possibilité de pouvoir créer des mouvements de féministes, mais surtout, comme l'a dit Madame Lamizana, des opportunités pour, pourquoi pas, créer au niveau sous-régional une coalition de partenaires, d'acteurs autour du litige stratégique utilisé comme un outil pour faire avancer les droits des femmes, pour amener à un changement de mentalité, pour permettre également ou susciter des réformes législatives. On peut dire oui aussi parce qu'il n'existe pas de modèle parfait. Et donc, le oui des panélistes est un oui qui a été traduit également par l'expression de défis rencontrés, de barrières qui se sont érigées, mais avec la bonne nouvelle que les solutions pour relever ces défis, les solutions pour ériger ces barrières ont été trouvées, ou si elles ne sont pas totalement développées, elles sont en cours de développement. Ces défis, ces barrières vont de la barrière linguistique qui a été transformée en opportunité à la différence de systèmes juridiques dont, comment on va dire, la diversité constitue finalement une richesse et contraint en fait, mais dans une situation qui fait qu'on cherche à établir un équivalent de ce que l'on trouve peut-être dans le système anglophone qu'on ne trouve pas en francophone, ou à s'inspirer au niveau du système anglophone de quelque chose de nouveau qu'on trouve dans le système francophone. Aussi de barrières socio-culturelles qui peuvent amener à craindre peut-être de rentrer dans un litige dont la finalité n'est plus la seule poursuite ou la seule défense d'intérêts individuels, mais plutôt dans une vision plus large de défense de l'utilisation du procès d'une personne pour améliorer la situation juridique d'un plus grand nombre de personnes. Je voudrais personnellement ajouter une touche personnelle pour dire que l'expérience que j'ai faite au niveau d'ISLA, non seulement elle m'a enrichi, mais fort curieusement, elle m'a préparée à cette mission qui m'a été confiée d'être au secrétariat exécutif de l'Institut national de la femme. Et j'ai été très heureuse de me battre pour, comment dire, faire avancer l'examen des textes qui proposaient que l'Institut national de la femme soit
ait la capacité de se constituer partie civile systématiquement dans les affaires de violation des droits de femmes, mais même de poursuivre, même si personne ne se plaint, dès l'instant où ça rentre dans la question de violation des femmes, de permettre à l'Institut d'essayer en justice et de se constituer partie civile. Au terme de cet entretien que nous avons eu, je voudrais vraiment dire également ma propre appréciation de ce modèle développé par ISLA et encourager les participantes qui sont tentées par l'aventure, intégrer ISLA, intégrer le réseau des féministes pour le développement du contentieux stratégique en Afrique. Je voudrais vraiment vous inviter à sauter le pas, à faire le pas, à rejoindre Voix des femmes, à rejoindre Ariane, à rejoindre Karine, pour que nous puissions véritablement mettre le droit et le contentieux stratégique au service des droits des femmes, de l'avancement du statut des femmes sur notre continent et particulièrement en zone francophone. Je voudrais également remercier très sincèrement ISLA pour m'avoir fait l'honneur de jouer ce rôle de modératrice. J'espère qu'il a été à la hauteur de vos attentes et je voudrais vraiment nous dire tous merci et nous donner un rendez-vous, pourquoi pas dans les mois qui viennent, pour développer d'autres arènes de collaboration avec ISLA, toujours pour défendre la même cause, celle des femmes, encore celle des femmes. Merci beaucoup à toutes les participantes, merci aux panélistes, merci à ISLA et à très, très bientôt.